comptez sur ces ressources et que personne ne viendra à votre aide. Il y a ce rituel du bulletin, en fait, qui arrive donc tous les trimestres, et il ouvre l'enveloppe, il s'assied, il met ses lunettes. Tout ça d'une lenteur insupportable pour moi, bien sûr. Et puis parce qu'il faut quand même que je sois là pour pouvoir lui traduire les appréciations, parce que les chiffres, bien sûr, il les comprend, mais les appréciations, pas forcément, puisqu'il maîtrise imparfaitement la langue. Donc je l'aide par moments à... Et alors il marmonne, il lit, il marmonne, et puis de temps en temps il me dit « Qu'est-ce que ça veut dire, ça ?» Alors moi je lui traduis. Bon, soit. Et puis, bon, que des éloges, bien sûr, vraiment un excellent niveau. Sauf que j'étais une bavarde de première. Oui, parce que ma scolarité, je l'ai faite au collège et au lycée avec 2 amies très proches. Enfin, deux copines que j'ai rencontrées donc, en 6e, et on s'est gardées depuis, d'ailleurs. Donc forcément, on était très pipelettes, quoi. Donc régulièrement, j'avais attention bavardage. Donc, alors c'est là qu'il me disait. Il me disait pas, c'est bien ma fille, je te félicite. Il me disait, attention, faut pas bavarder, qu'il me disait. Donc autrement dit, voilà, je n'étais pas pleinement parfaite, quoi. Alors mon père, il est arrivé avec ma mère en 1967 de Yougoslavie. Il fait partie de ce qu'on appelle l'immigration économique. Il a travaillé longtemps à Belgrade, mais de petits boulots, si je comprends bien. Et bon, il a eu un parcours difficile dans les premiers temps, à participer, je crois, à la construction de canaux, je ne sais quoi, et à dormir dans les champs, les premiers temps. Et puis avec ma mère, ensuite, ils ont occupé pendant un certain temps, jusqu'en 73, l'année de ma naissance, ils ont occupé un petit logement en centre-ville de Dijon, qui à l'époque était quand même assez... loin d'être aussi confortable qu'actuellement, en tout cas. Et ils sont arrivés en 73 à Chenôve, là, dans un F4, 75 mètres carrés. Voilà, j'étais la 4e des enfants. Et bon, voilà, c'est un nouveau départ pour eux. Il a toujours travaillé globalement toujours travaillé comme chauffeur routier. Ma mère n'a pas travaillé puisqu'on était 6, donc elle a pu ponctuellement faire des ménages, je crois, mais globalement, elle n'a pas travaillé. Elle est décédée en 1981. Et en 1984, mon père se remarie, toujours avec une femme yougoslave, serbe en l'occurrence. Alors je pense que quand on est habitué du coup aussi au quotidien, quand on a des parents qui ont de très peu de revenus, à compter, y compris combien on paye les courses à la semaine, je veux dire, le moment du passage à la caisse, c'est un moment de stress pour mon père, qui m'est longtemps resté d'ailleurs. Sur le coup, ça m'agaçait, Sur le coup, ça m'agaçait. Oui, on a dépassé de 20 francs. À l'époque, c'était encore des francs. Oui, d'accord, on a dépassé de 20 francs. Et lui, il était stressé. Dès qu'on dépassait, je crois qu'il se fixait quelque chose comme 250, 300 francs la semaine. On était au moins 5 à la maison. On n'a pas eu faim dans le sens où on aurait manqué en quantité. Mais c'est qu'il y avait c'était une nourriture assez peu variée. La viande, il n'y en avait pas à chaque repas. Les fruits, alors les yaourts, c'était quand même essentiellement des yaourts nature. Et les fruits, c'était... si on avait acheté 3 kilos de pommes pour la semaine, il fallait que ça tienne la semaine. On ne va pas en racheter en cours de route. Donc il a fait comme il a pu. Ils ont fait comme ils ont pu, mais... N'empêche qu'on en comptait. On comptait aussi pour les chaussures, on comptait pour les vêtements, on comptait pour tout. Parce qu'en même temps, il fallait aussi comme beaucoup d'émigrés, il fallait aussi qu'ils soutiennent les parents restés au pays. Et des parents vieillissants, et ensuite les obsèques, et tout ça, quoi. Voilà, sans doute que j'ai été animée par la volonté de réussir, entre guillemets, ma vie sociale, ma vie professionnelle, pour ne pas avoir à compter. Et quand je passe à la caisse, je n'ai pas à compter. Et pour moi, ça fait partie de la réussite. Mais vécue naturellement, quoi. Mais très, très importante, quoi. J'ai entendu parler de celui-ci.
Pierre Assouline. Ouais, c'est pas meilleur que... Non, c'est pas que tu l'as. Non. Ça te plaît moyen ouais, c'est pas... C'est pas mal, mais il a fait mieux. Quand on est dans des classes sociales qui comptent, qui n'ont pas de visibilité, etc., on a envie de rester un peu à sa place. On va pas imaginer trop grand pour soi, voyons. Quelque part, c'est ça qui est en jeu. Et d'ailleurs, les parents n'osent pas non plus trop voir grand pour leurs enfants, parce qu'ils sont réalistes aussi. Je pense que ne pas s'autoriser à réussir ce que soi-même on est amené à réussir, si on va au bout de nos aptitudes et au bout de notre courage, eh bien, c'est quelque part, c'est se poser un obstacle, effectivement. Ces plafonds de verre, ou ces barrières symboliques, psychiques qu'on se met aussi, du fait de notre histoire. Il n'y a pas de réussite standard. Ce qui est une réussite pour moi ne l'est pas pour mon voisin. Et sans doute que ce que je perçois être comme une réussite, c'est, quel que soit le temps que ça prenne, c'est arriver à être en adéquation entre ce qu'on ressent et nos aptitudes et ce qu'on vit. Voilà. Donc pour certains, ça va être devenir sportif de haut niveau. Pour moi, ça va être peut-être intégrer la haute fonction publique. Pour d'autres, ça va être pouvoir être artiste. Bon, voilà, c'est cette adéquation à trouver, voilà, cet équilibre. Et peut-être quand on vient de chez nous, ça peut être plus compliqué que quand on vient d'autres quartiers, peut-être. Ouais.